Combien de villes ou villages ont connu un passé industriel à leur porte, un passé glorieux en quelque sorte? Combien sont-ils à conserver des ruines ou bien avoir effacé toute trace? Ravivez les souvenirs. Quelle tâche ardue et difficile, parce que la parole a du mal à se délier, parce que la jeunesse des ouvriers en 1950 n'est plus celle d'aujourd'hui, et tout simplement parce que la vie est passée par-dessus. Beaucoup ont tourné la page, mais je reviens auprès de certains, comme pour éclairer les jeunes générations et laisser une trace vivante, une histoire que d'autres ont écrite avec élégance sur les chapitres de « Il était une fois Chalabre ». C'est au cours de l'année 1946 que les premiers bâtiments des établissements Canat Chaussures entament leur périple. Une croissance fulgurante qui allait propulser l'industrie de la chaussure dans toute la France et les colonies. Mais l'histoire en a voulu autrement. Le savoir-faire, l'innovation, la recherche de nouveaux produits ont hélas succombé face aux différentes crises du pétrole, au début de la mondialisation et à la concurrence asiatique. Alors Chalabre allait tourner une page glorieuse dont elle ne se relèverait pas, laissant des blessures profondes, même encore aujourd'hui, auprès d'une population qui se souvient, mais dont les souvenirs aiguisent parfois la nostalgie ou alors un oubli volontaire pour ne pas remuer des dissensions d'une époque pas si lointaine. Mon enquête me mène aujourd'hui chez Simone. Et Simone, bien sûr, aujourd'hui a un certain âge, il faut le dire, mais elle a commencé très jeune. Simone, vous êtes rentrée à quel âge dans l'usine Canat? Eh bien, moi, je suis rentrée le 5 septembre 1966. Donc, j'ai quitté l'école en juillet 66. Juin 66. Piqueuse, c'est en quoi ça consistait en 3 mots? On avait des morceaux de cuir et on cousait. Il y avait plusieurs. On faisait soit les talons, soit on piquait les fonds de talons, soit les devants des chaussures, soit on mettait des œillets. En fait, on était polyvalente. On allait d'une machine à l'autre. À quelle heure vous embauchiez à l'usine et à quelle heure vous sortiez? C'était quoi la journée de travail? Alors, c'était 8h midi, 1h30, 5h30. Voilà, et c'était la sirène. La sirène qui rythmait Voilà, qui nous appelait. On va revenir juste un petit peu en arrière. Vous sortez de l'école, je crois que vous avez le certificat d'études, à cet âge-là, bien sûr, que les jeunes, le seul intérêt, je veux dire, la continuité de la vie, c'était « Allez hop, toi, mon fils, ma fille, tu vas à l'usine ». Oui, vu que nous, on était une famille nombreuse, donc on sortait de l'école et il fallait aller travailler, quoi, de toute façon, parce qu'il y avait tous les petits frères derrière. Voilà. Mais l'avantage, bien sûr, puisque Chalabre avait donc son usine et toute la jeunesse qui sortait de l'école, le premier échappatoire, c'était l'usine. C'était l'usine, oui. Et est-ce que vous y êtes allé de bon cœur ou bien forcé? Forcé, mais il y avait... On était, je crois, 1800 ouvriers, donc c'était 1800 ouvriers, je pense, à l'époque. Oui, c'était énorme. Moi, j'ai le souvenir de travailler à l'usine parce que, en rentrant, on avait papa et maman, c'était nos années bénies que j'appelle, hein. C'était les années heureuses. On allait travailler, on portait la paye aux parents, et puis voilà, on vivait simplement, pas comme maintenant. Est-ce que les conditions de travail, quand même, pour vous, femmes, c'était dur, c'était astreignant ou... Non, c'était pas dur, c'était au rendement, c'est sûr. C'était le rendement, mais on avait des tickets à chaque caisse, on recevait des caisses, il fallait faire tant de caisses dans la journée, voilà. Est-ce qu'il existait à cette époque-là le week-end? Le dimanche? Quand il y avait beaucoup de travail, le samedi matin, on commençait à 4h du matin, 4h midi. Oui, donc, c'est vrai. Le côté camaraderie,
C'était quelque chose d'important peut-être quand même dans le milieu ouvrier, usine? Ah oui, moi j'avais plein de copines. On avait toutes le même âge, de toute façon. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui travaillaient avec moi. Et puis après, bon. Mais vous n'avez pas fait carrière en fait. Non, non, Hein? non, Vous en êtes sorti pourquoi? Parce que vous aviez trouvé autre chose de mieux? non, moi je faisais l'usine. Et puis après, au mois de juin, je faisais les saisons. Le patron du restaurant me prenait 3 mois, donc, et voilà, c'était convenu comme ça. Et je reprenais en septembre. En tant que piqueuse ouvrière à la chaussure, est-ce que vous étiez bien chaussée? Oui, ben oui, oui. Avez-vous été choisie parce que je sais qu'il y avait des dames ou des jeunes filles qui étaient payées pour user les chaussures? À l'usine, ils prêtaient des chaussures, mais mes petits frères, je sais qu'ils ont été chaussés comme ça. Il fallait user les chaussures, donc plusieurs enfants. Est-ce que la famille se chaussait chez Canat ou bien allait chez les concurrents, les magasins, je veux dire? Bon, on avait la coopérative Canat en bas, après le pont, là, le pont rouge. Donc oui, il y avait la copé qui était tenue par Madame Icre, pardon. Madame Icre. Et... Alors, je suis venu spécialement vous voir parce que vous avez un trésor. Un trésor, il est là, il est ici. Il y a des centaines de photos, d'images de cette époque-là, les réalisations. Si vous pouvez nous en montrer juste quelques-unes. Oui, ça tombe un petit peu parce que, évidemment, ce n'était pas prévu pour être ouvert. Ça, c'était le trésor en fait de votre papa, c'est ça? Oui, quand on a vidé la maison de mes parents, on a retrouvé dans le grenier toutes ces affiches. Des centaines de modèles de chaussures hommes, femmes, qui à l'époque étaient avant-gardistes, puisqu'on retrouve toujours des modèles comparables. C'est-à-dire, il y avait le brodequin, il y avait le patogas. Oui, c'était les années 40, 54, 55, l'été 54, tous les modèles de chaussures que l'on... J'ai oublié les... Votre papa, finalement, était un archiviste, là, avec toutes ces photos, parce que ça nous parle, ça. Oui, papa, il a toujours été collectionneur, mais donc il travaillait avec Monsieur Giroud, donc il était... il gardait absolument tout. Je pensais que quand il a pris la retraite, il a pris tout ce qui est resté là. Vous savez que vous faites partie de rares personnes qui ont chez elles des documents comme cela, parce que beaucoup ont déménagé, ont jeté, etc. Ah non, moi je ne jette rien. Et je suis comme mon papa, je ne jette rien. Bon, à part les photos et les Voilà, documents, les oui, chaussures, qu'est-ce que c'est là? Oui, ce sont des megèves, maintenant ça me revient. Ouais. Les megèves, les tyroliens, les isserans. Voilà, c'était des modèles de... Alors, tout à l'heure, à bâton rompu, vous me disiez que vous aviez vu monsieur Jean-Pierre Beltoise, le grand coureur automobile qui venait à Canat. Que venait-il faire là? Oui, mais là, il ne venait pas pour les chaussures. C'était à une époque, c'était vers la fin. Il venait pour... ils avaient confectionné des casques. Le lundi, il venait et il mangeait chez Monsieur Fort, aux France, à Chalabre. À l'hôtel de France. À l'hôtel de France. Ouais. Est-ce que cet album-là que vous feuilletez, il a été ouvert plusieurs fois ou bien il dormait là sagement et puis il a fallu que je vienne pour le ranimer un petit peu? Ah non, moi je l'ouvre régulièrement. Nostalgie quand tu nous tiens. Ah oui, c'est pour les années passées. Oui, c'est vrai que vraiment à Chalabre on avait de belles chaussures. Alors dans cette famille, il y avait aussi Jean Carbonel. C'était votre grand-père. Oui, mon grand-père donc était jardinier et concierge. Alors c'était son usine, Canat, c'était son usine. Il était là comme... Il se donnait pleinement à son travail. Il taillait les rosiers aussi devant tous les bureaux. Alors, toute l'année, mon grand-père, il élevait des moutons et des oies. Et donc, chaque Noël, il vendait les foie gras et les oies, ou pour Pâques les moutons, au patron de l'usine. Voilà. Mais alors, il était bien vu, il était bien payé, là, le grand-père.
Je ne sais pas s'il était bien payé. Mais bon, il faisait ça avec amour et voilà. Ouais, ce sont des souvenirs d'enfance qui reviennent. Et ce grand-père, bien sûr, il a fait une existence, une carrière très longue peut-être. Ah oui, oui. Et moi j'ai de la nostalgie, bon, parce qu'on avait les parents et puis il y avait du monde dans Chalabre, il y avait beaucoup de commerces, il y avait beaucoup de les cafés, les restaurants, ça bougeait, ça bougeait. Voilà, donc ce qui fait que l'industrie chalabroise et dans d'autres villages, c'était une source de vie pour les commerces ruraux. Hein. Oui, il y avait un monde fou à Chalabre, c'est vrai que tout était, chaque année, les fêtes, c'était vraiment... toutes les associations, ouais. De vie. Ouais, voilà. Alors dans cette petite boîte ancienne et rétro, il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'est? Dès qu'on rentrait, on apprenait à piquer à la machine et on avait les ciseaux pour découper. Je les ai conservés. Et les ciseaux étaient offerts à chaque piqueuse qui rentrait à l'usine, c'est ça? Piqueuse avec la boîte. Alors là, ce sont des étoiles que l'on cousait sur les bottines d'hiver, Megève ou Chamonix, il s'appelait. Ah, ben voilà. Voilà. Oh, regardez ça. Regardez comme elle est artiste, Simone. Elle arrive à nous faire d'une photo un objet en 3D presque. Écoutez, Simone, c'est un plaisir d'avoir eu ces témoignages vivants. Merci, Simone. Bonjour, je suis donc la dernière personne car j'ai fait la liquidation de biens. Donc tout le monde était déjà licencié et donc avec un syndic, il a fallu donc que je pointe tous les comptes pour donner les comptes à ce syndic afin de faire la liquidation. Et je travaillais avec aussi un comptable. On était deux. C'était M. Avargues qui nous supervisait, qui était comptable, qui m'a énormément appris d'ailleurs à la comptabilité. Et grâce à lui, j'ai pu prospérer. Et on a travaillé avec les premiers ordinateurs aussi. C'était un IBM avec des gros disques durs. Ça n'avait rien à voir avec nos petits PC. Et dans ce moment-là, je peux vous dire que l'état d'esprit n'était pas toujours très, très agréable, car on était deux dans toute l'usine à travailler, en sachant que tout le monde avait été licencié. Et c'est vraiment triste de voir une usine comme ça, à l'abandon presque. Et puis ils comprenaient bien que c'était la fin de l'usine. Donc il fallait bien clôturer tout justement pour s'occuper de leur salaire et tout aussi, à un moment donné. Quand il y a eu la liquidation, déjà, ce n'était plus les établissements Canat, puisque ça avait été repris par M. Durand. Et ça s'appelait la Société Nouvelle Canat. Je crois qu'on était une vingtaine, mais ça, je n'en suis pas trop sûre encore. Donc quand j'ai vu le village comme ça, où il y avait énormément de monde, on voyait toutes les familles partir, aller travailler. Nous, on amenait nos enfants à l'école. Le village était très, très, très vivant. Et au fur et à mesure, on a vu, par rapport à l'usine, vu qu'il y avait des licenciements, qu'il y avait moins de monde qui allait travailler. Et donc, moi, j'ai vu le village s'endormir petit à petit. Ah oui, tous les jeunes sont partis. Et puis, je vous dis, quand les gens allaient travailler, c'était des familles entières qui allaient travailler. Donc, ils partaient le mari, la femme, les enfants, ils allaient travailler à l'usine. Et à midi, tout le monde revenait ensemble. Mais je suis rentré chez Canat en 63, début 63. Mais j'étais ouvrier dans la chaussure. Quand je suis rentré, j'avais 16 ans. Après, il y a eu 68, il y a eu une grève. En 68. Je pense que vous avez eu un rôle à jouer là. Que s'est-il passé? Mais le rôle à jouer, c'est que l'ensemble du personnel, enfin moi je m'occupais un peu du syndicat, l'ensemble du personnel, enfin je me suis occupé du syndicat après 75. Parce qu'avant 75, j'ai participé aux luttes avec l'ensemble du personnel et ça a permis à M. Canat de reprendre l'affaire. Alors vous me parlez de lutte. Il y avait violence peut-être? Non, il n'y a pas eu de violence. Il y a eu des manifestations, il y a eu des débrayages, il y a eu l'occupation de la cathédrale Saint-Nazaire à Carcassonne. Ah, Carcassonne. Non, mais c'était en accord avec la municipalité de Carcassonne et tout. Oui. C'était pas...
On ne squattait pas sans autorisation. Les dirigeants refusaient de venir à Chalabre. Ils devaient venir discuter à Chalabre, puis ils sont restés à Carcassonne. Ça fait qu'il n'y a pas eu de séquestration. À Chalabre, il devait y avoir quand même un mouvement social important. Oui, à cette époque-là, oui. L'usine, elle s'est finie en 88. 8 quand Canat a fermé. Enfin, Canat, ça a été en 85, la fin de Canat. Après, ça a été repris par des petits chasseurs de primes. Chasseurs de primes. Ouais. Et ça a duré jusqu'en 88, mais il n'y avait plus qu'une quarantaine de personnes. Ils avaient fait une diversification aussi pour les chars les patins de chars. Les chars d'assaut? Oui, de chars d'assaut, ouais. Avec du pont de Nemours des États-Unis. Mais là non plus, ça n'a pas abouti. Alors, remuer ses souvenirs, c'est pénible ou c'est totalement oublié? Non, maintenant c'est oublié, c'est atténué. Il y a pas mal d'années quand même. Hein. Il y a 30 et quelques années que de l'eau est passée sous le pont, comme on dit. Voilà. Quand je suis arrivé le 1er juin 1974 à Chalabre, l'usine avait 335 personnes. Et elle avait déjà subi plusieurs plans de licenciement. Donc elle était à moins de la moitié de ce qu'elle était à l'époque, que je n'ai pas connu. Ouais. Et le village vivait au rythme de l'usine. Quand la sirène sonnait le matin à 8h moins 10, les gamins savaient qu'ils allaient à l'école et les ouvriers à l'usine. Et à midi pareil, le soir pareil. Et tant et si bien que le bassin de population qui travaillait, on avait un bus qui allait récupérer des gens à Puyvert, Rivelle sur Chalabre, et un bus qui allait du côté de Mirepoix qui prenait Camon et des gens des villages environnants. Tous les villages environnants venaient travailler ici. Ceux qui faisaient les 3-8, qui venaient la nuit ou... L'usine fonctionnait la nuit? En 3-8. Dimanche soir, c'est les chauffeurs de la chaudière qui venaient pour commencer à allumer, pour mettre en température, pour qu'il y ait de la vapeur à 4h du matin le lundi, pour que les gens puissent déjà commencer à travailler. Vous étiez comptable, on peut le dire. J'ai été embauché par Hutchinson Mapa pour être comptable de l'usine. Canat était une entreprise indépendante qui s'est fait racheter par Hutchinson. À quelle époque? Je ne sais pas. Ils avaient enlevé le système comptable de l'usine qui était parti à Châtellerault. Depuis, l'ancien comptable de l'usine était parti, il y avait pas mal d'ouvriers, des gens qui sont partis, les ouvriers. Il ne restait ici que le service du personnel et le service des méthodes. Est-ce qu'il y avait une grande disparité entre l'ouvrier de base et puis le technicien supérieur? Pas tant que ça. Il y en avait, mais pas tant que ça. Parce que jusque-là, à part le service du personnel, tout était géré à Châtellerault. Ah, d'accord. Il n'y avait rien ici. On ne payait pas les fournisseurs, tout était là-haut, service fournisseur et tout. Ouais. Et là, on a commencé à mettre, voilà, et moi j'y étais donc avec des personnes, on faisait la comptabilité générale, l'analytique, etc. On a commencé à monter quelque chose sur place. Il fallait mettre en place quelque chose. Le problème qu'il y a, c'est que Hutchinson a voulu uniformiser le droit social dans toutes leurs usines. Et donc, ils ont voulu appliquer la convention collective caoutchouc à la place de la chaussure. Et ça, les ouvriers n'ont jamais voulu. Parce que les ouvriers de l'usine avaient une convention spéciale qui datait de l'époque Canat, avec plus d'avantages que la convention collective des chaussures. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont dit, bon, maintenant, on va passer... Ils ont estimé qu'ils étaient lésés dans leurs avantages, et ils n'ont pas voulu accepter. Bonjour, Christian. 18 ans. J'avais 18 ans, j'étais jeune. Ça a été un petit passage pour moi. J'y suis restée 3 ans. Je suis rentrée en 1982 jusqu'en 1985 sur la fin des établissements Canat. Ça a été une petite période. Après les grèves, c'était le déclin, c'était vraiment les dernières années. Oui, j'étais piqueuse. Moi particulièrement, j'ai pas gardé une bonne expérience par rapport à certains qui étaient contents. Bon, c'était très bien de faire travailler les Chalabrois, mais vraiment l'usine... C'était pour moi le dernier des travaux. C'était pénible. Oui. Il y avait une pression de toujours faire le rendement, de toujours faire mieux, plus, bien et vite. C'était pas moi.
On avait la boule au ventre parce que oui, c'était du rendement, toujours faire plus. J'allais travailler le matin en pleurant presque et je sortais en pleurant. Oui. C'était chacun pour soi. Oui, moi je l'ai vécu comme ça, chacun pour soi. Mon époque à moi, là, non. Non. Tout le monde se tirait dans les pattes. Voilà, on essayait toujours de faire mieux. On savait très bien que ça allait fermer. Voilà, c'était pas dans l'espoir de faire vivre l'usine. Sur le déclin, en fait, ça a été un licenciement volontaire. Moi, j'étais enceinte, donc je pars. Donc voilà, j'ai fait partie d'un départ volontaire. Et j'étais contente de partir. Je suis à la mairie de Chalabre et contente d'être à la mairie de Chalabre. Ça n'a rien à voir avec l'usine. Voilà. Bonjour, Christian. Qui avez-vous été au sein de la société Canat? J'ai été piqueuse. En chaussures, on était piqueuse, bordeuse. Puis j'ai travaillé aussi aux échantillons. Et puis à la naissance de ma fille, j'avais arrêté un certain temps. Et puis M. Canat m'a proposé la gérance de la coopérative Canat, voilà. On vendait des chaussures, disons, de l'usine, avec des fois des défauts d'aspect, Et après, il y avait une petite épicerie, voilà. Elle était dans le village. D'accord. C'est après, au bout de 2 ou 3 ans, qu'ils ont instauré ce truc-là, de faire avec les ouvriers, de faire une coopérative. Mais d'abord, l'usine a commencé bien plus tôt, en 1945. J'étais vendeuse, oui. Il y avait les produits frais, il y avait donc le fromage, les yaourts, les œufs, le jambon blanc, jambonneau. D'accord. Et puis après, les liqueurs aussi, le vin. En 1956, peut-être, il a commencé jusqu'en 1991. Ah, j'ai très bons souvenirs, oui. Le village vivait très bien, et donc on avait 600 personnes à l'usine, ça faisait quand même une animation dans le village, et les autres commerces aussi travaillaient beaucoup. Parce que c'était des coopérateurs, c'est les coopérateurs qui ont donné des actions. Et alors, au début, on reversait le bénéfice. Les tickets, on donnait le ticket de l'alimentation que ça faisait. Alors il y avait un 2%, 3%, ça dépendait à la fin de l'année sur le bénéfice acquis par la société. On vendait des produits, même des jouets, des jolies chaussures pour dames qu'on ne faisait pas à l'usine Canat. Des bonbons. Et du temps du Chinson, après, on a eu un arbre de Noël. Le directeur était du pays de l'Est et les gens du pays de l'Est, ils aiment les arbres de Noël. Ça marchait quand même. Hein. On faisait 6000 paires de chaussures par jour. Hein. Et alors vous, où est-ce que vous achetiez vos chaussures? Ah mais des fois, on a essayé de faire le talon Louis XV là, pour femmes, mais ça n'a pas... Il n'y avait pas les moules, et les ouvriers n'étaient pas qualifiés pour faire ça. C'était... Oui. Étant donné que c'était plutôt la vulcanisation qui marchait beaucoup. Moi j'étais jeune quand j'ai commencé, quand une fois, M. Canat, ça allait pas beaucoup, disons, le train-train. J'ai entendu des couples dire, mais nous, avec mon mari, nous avons dit, s'il nous fallait travailler même un mois pour rien, pour renflouer M. Canat, on viendra, parce que souvent la femme était au piquage, le mari à la coupe, à la vulcanisation. Et moi, j'ai entendu dire des femmes, dire au travail, on a pensé qu'on pourrait donner pendant un mois pour remonter le patron. C'était déjà bien, ces choses-là, hein, et plusieurs. Quand vous êtes parti, à quelle époque êtes-vous parti de l'usine? De l'usine, j'ai dû partir en 1966. D'accord. Et là, vous vous êtes orienté vers autre chose? Et non, je suis allé à la coopérative Canat. En 1991, j'ai pris ma retraite, monsieur. Je suis venu à la campagne. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque passée? Oui, j'en parle quand même souvent. On avait quand même des amis, plus que je pense, la camaraderie existait plus que maintenant. Vous voyez, même dans les bandes de piquage, c'était par 10 que nous étions. Et souvent, il y avait des personnes un peu plus âgées que nous, qui n'arrivaient pas à faire... On était au rendement, monsieur, quand même. Il fallait faire tant de paires par jour. Oui. Et souvent, les jeunes, là, on disait, allez, donnez-nous 3 paires, donnez-nous 4 paires. On finissait la caisse à la bonne dame, la pauvre, qui avait eu des ennuis, ou que le fil cassait, ou que, bon, des fois, la machine n'était pas trop vaillante, elle ne voulait pas piquer.
Est-ce que vous étiez vaillante? Ah, moi, comme tout le monde, j'étais. Ni plus ni plus. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes rentré sûrement à l'usine vers les 15 ans ou 15 ans et demi, 5 ans et demi, oui. après un certain diplôme. Après un petit peu de collège, quelques années de collège. Alors, pourquoi êtes-vous rentré à l'usine? Est-ce que c'est un choix délibéré? Non, c'est parce que je ne voulais plus revenir en classe, je trouvais ça trop dur. Alors mon père a pensé qu'après les vacances, en me faisant cadeau des 2 mois de vacances, il me permettait au mois de septembre d'aller m'inscrire à l'usine. Je me suis inscrite en septembre et au mois d'octobre, je suis rentrée à l'usine. Je ne suis jamais ressortie qu'au licenciement, c'est-à-dire 31 ans plus tard. J'étais tellement contente de travailler, d'avoir un petit salaire, parce qu'à l'époque, n'oubliez pas que nous faisions 50 heures par semaine, même au bureau, 9 heures par jour, 5 heures le samedi matin. Donc, ça nous faisait un petit pécule. Pour moi, ça n'a pas été très dur. Non, pas du tout, non. J'étais avec des personnes qui, comme moi, travaillaient déjà depuis très longtemps. D'ailleurs, c'était des personnes beaucoup plus âgées que moi, qui n'étaient pas toujours très, très gentilles, à dire nous. Mais bon, c'était bien. J'étais contente, c'était bien. Nous habitons Sonac et nous étions pratiquement la moitié du village à travailler. Donc beaucoup de femmes. Donc nous partions en vélo, nous étions à peu près 7-8. Oui, à peu près 7-8. De temps en temps, il y avait quelques chutes, parce que quand on est 7-8, il y en a bien un petit accrochage, dirons-nous. Voilà. Mais c'était tellement sympathique, les gens, c'était les gens du village qui étaient tellement agréables. Gérard Porliakov, bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Juste pour évoquer peut-être parmi l'origine et l'histoire de Canat, vous avez créé une page Facebook qui s'appelle Établissement Canat, industrie de la chaussure. C'était dans le but de permettre aux gens de se souvenir du savoir-faire de cette usine, qui a été à l'époque effectivement un des fleurons du secteur concernant l'industrie de la chaussure. Voilà, les gens font vivre le site en mettant des photos, des commentaires sur les photos qui sont mises par les gens qui en possèdent dans leurs archives. Enfin voilà, c'est le but de permettre aux gens de se souvenir du passé et puis de raconter les anecdotes et les histoires de l'usine. Moi j'attends que ça, que des gens apportent d'autres compléments de façon à ce qu'effectivement ça devienne vraiment un endroit où les gens peuvent se souvenir et puis l'histoire de la chaussure à Chalabre. J'ai vu tomber la cheminée, c'était le dernier monument, et quand elle est tombée, vraiment, je vous le dis très sincèrement, j'ai eu les larmes aux yeux. Cette cheminée, soi-disant qu'elle était dangereuse, elle penchait, on aurait pu peut-être essayer de la fortifier, de garder ce phare. C'était un monument. Marc Rivals, bonjour. Vous êtes maire de Villefort. Bonjour. Je suis arrivé dans ce milieu à l'époque, je travaillais à la forêt, j'étais bûcheron. Donc je me suis débrouillé pour rentrer chez Monsieur Canat, à l'usine. Monsieur Biot, le directeur de l'époque, quand je suis rentré, qui m'a présenté bien entendu à Monsieur Canat, qui a demandé exactement s'il y avait une place. Je suis rentré en premier abord au magasin, j'ai été magasinier. C'était Monsieur Marzura, qui est mon contremaître. Et après, je suis allé sur la rampe de PU. Alors la rampe de PU, c'était une machine qui injectait les semelles avec si mes souvenirs sont bons, avec du prépolymère, du réticulant. C'était de la chimie, il y avait un petit laboratoire juste au-dessus des rampes. Mon activité, c'était de monter des chaussures sur un moule. Il y avait une machine qui passait devant les moules, qui était menée par Monsieur Rodriguez. Et cette machine s'arrêtait devant les moules quand ils se baissaient et qui injectait tant de matière. Alors ça partait de la petite pointure jusqu'à la très très grande pointure. C'était des moules qui étaient chauffés à haute température. Une fois le produit injecté, il fallait attendre quelques minutes. À cette époque-là, on ne savait pas trop la dangerosité des produits qu'on employait. J'étais délégué CGT avec Monsieur Garcia. Le carnet de commandes n'était pas plein, qu'on avait perdu pas mal de clients.
et qu'il fallait ralentir la production et très certainement pour que la continuité du travail se fasse, il fallait certains ouvriers partent. Voilà. Un groupe syndical s'est monté avec M. Garcia, M. Ferrier qui était à l'AFO et on a essayé à notre niveau de se battre, de réunir les ouvriers, de discuter ensemble. On a demandé à M. Montagnier d'essayer de nous défendre un maximum, c'est ce qu'il a fait. Il nous a réunis aussi, le syndicat, au niveau du conseil général. On est allé discuter avec eux. On a fait des déplacements au tribunal de Limoux, Carcassonne. Ça a été très très compliqué. Monsieur Canat, lui, est parti, Christian Canat, qui était un très grand homme pour moi. C'était quelqu'un de très très bien. Il avait tout fait pour qu'il y ait des gens à Chalabre qui travaillent. Et pour en venir à ce que monsieur Jean-Pierre Canat vienne avec deux autres personnes, que je ne me rappelle pas leur nom, ils ont essayé à leur niveau de reprendre. Ça s'est pas bien passé avec les ouvriers, quoi. Ça a été le début de la chute. Il y a eu un autre repreneur qui nous avait dit comme ça, voilà, au lieu de partir au chômage, vous pourriez remettre votre argent dans l'usine. C'était Monsieur Durand, je pense, voilà. Bon, alors il y a une grande partie qui ont été d'accord et moi, personnellement, j'ai pas été d'accord, j'ai fait mon chemin ailleurs et voilà. Personnellement, j'ai été choqué de partir de cette usine. Je vais vous dire en deux petits mots ce qui s'est passé après cette chute-là. Et un jour, on m'a demandé d'aller démonter des néons dans cette usine. J'ai senti le cuir. Ça m'a donné mal au ventre parce que j'ai eu en tant qu'ouvrier, de très bons souvenirs, des très bonnes relations avec des amis de travail. J'ai vu disparaître des gens qui ne sont plus là aujourd'hui, qui ont travaillé dans cette usine, des jeunes, des moins jeunes. J'en suis ému. Voilà. J'en suis resté ému, mais j'ai toujours cette émotion. Je pense à ses camarades, Monsieur Lagrange. J'ai connu la période de Christian Canat. Voilà, son fils. Voilà, Christian qui a développé beaucoup de produits, du Canatan. Alors le Canatan, c'était un produit qu'on injectait aussi pour faire des semelles, pour créer des semelles. Et il s'était lancé aussi dans les semelles de sport, mais c'était en deux matières. Je ne me rappelle pas exactement comment ça s'appelait. Auparavant, il avait créé un produit pour faire des roulettes de skateboard, des patins de char. Voilà, tout ça a fait que, bon voilà, il faut se le rappeler, tout ça. Monsieur Canat, c'était un prévisionniste. Bonjour, j'étais marcheur. Ça consistait à essayer les chaussures et les semelles. J'ai marché à les chaussures de toutes couleurs. Vous marchiez tous les jours? Tous les jours. Le matin, Chalabre, Puy-Vert. Et le soir, Chalabre, Camon. 18 km. Tous les jours. 10, 5 et 5, 10 et 18. 36 km par jour. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des automobilistes qui vous proposaient un bout de chemin? Oui, j'en ai trouvé des gens. Alors, quelle était votre réaction? Bon, je marche. À l'usine, je pointais. J'arrivais à Puy-Vert, je pointais à la mairie et je redescendais à Chalabre à midi. Vous aviez un carnet? Un carnet qui me tamponnait. À 1h30, je repartais de Chalabre, j'allais à Camon. Je pointais à la poste et je revenais à Chalabre. Ah non, c'était des chaussures de plusieurs couleurs. C'était pour essayer les semelles, le caoutchouc. Il y avait des semelles qui s'usaient plus que les autres. Moi, je préférais la chaussure ordinaire, quoi. J'en ai essayé des pâtes au gaz, même la sécurité, là. La sécurité, je ne la supportais pas. Parce que c'était lourd. C'était lourd. Et puis, on ne pouvait pas plier les pieds. Oui, alors faire 35 km en chaussures de sécurité? C'était trop lourd. Forcément. Oui, c'était trop lourd. Tout seul, j'étais. Tout seul. Et mon prédécesseur était seul aussi, les Arnaud. Oui, des bons souvenirs, et s'il fallait la refaire, je la referais volontiers. J'ai travaillé un peu à la mécanique, là. Je faisais les 8 des chaussures, quoi. Et après, j'ai abandonné, je me suis installé à Espotarrico, là. Vous en aviez assez de marcher? Oui.
Non, marcher non, mais c'était un métier qui plaisait, mais je voulais faire autre chose. Alors aujourd'hui, si on marchait avec vous, vous auriez toujours la cadence? Toujours. Et je marche. Et vous marchez. Vous venez à la montagne, moi je vous apprendrai à marcher. Ah oui. Moi, je suis M. Tessayre André, demeurant à la Bastide de Bousignac. Oh, Macrel, oui. Moi, j'ai 86 ans et bientôt et demi. Alors, si je vous parle de monsieur Antoine Canat, vous l'avez bien connu? Ah oui, ça oui. Mais tu es pas fou. Impeccable, monsieur Antoine Canat, il était sensationnel, ce monsieur. Il aimait bien les gens pauvres. J'ai commencé à 11 ans de travailler. J'ai quitté l'école, que monsieur Salvat ne voulait pas que je le quitte. Et je suis allé travailler chez monsieur Ayral, au bout du Pont-Neuf, à Chalabre. Mais j'avais une intention de faire quelque chose plus tard. Après, je suis allé fabriquer des boulons, des tiges ferretées, des goujons. Là, j'étais embauché chez Canat comme soudeur, là. Je soudais là et tout. Mais après, quelque temps après, j'ai été à l'entretien général. C'était impeccable, même les chaudières, j'entretenais avec Raymond Rosic. Un jour, le père Canat nous dit comme ça, je voudrais mettre à la porte d'entrée, à Canat, Antoine Canat. Et alors il a appelé M. Bouteiller, qui était un dessinateur sensationnel, qui a fait le plan. Et moi, j'ai forgé les deux, le A et le C. Le C et le A, après on l'a placé, il en a été enchanté. Alors il était du tonnerre, le père Canat. Et donc, grande fierté. Oui, j'en suis fier et je voudrais que les nouveaux qui s'occupent de l'usine, mais ils doivent être collés carrés, ceux-là, ils doivent porter la cravate parce qu'ils ne veulent pas que j'aille le bois. Non, ne t'en fais pas, Marie-Paul. Mais tu me fais rire, je dis ce que je pense. Mais avec M. Canat, j'ai fabriqué autre chose. Voilà. Que vous ne savez pas, vous, et peut-être pas trop de monde à Chalabre. Vous savez qu'à l'église, il y a un truc, vous savez, pour faire de la musique, l'orgue. C'est moi et M. Mazon qu'on a monté ça. M. Mazon faisait l'électricien, M. Mazon. Il faisait le photographe et tout, et il était bon électricien. Et alors, un monsieur de Limoux est venu avec les plans et les fameuses flûtes, là. On a monté l'orgue, et c'était M. Canat qui a payé tout ça. C'est M. Canat qui l'a fait. Et il a commencé, lui, à pianoter. Je me rappelle, moi, je soudais ces tuyaux. Pour agrandir les tuyaux, j'avais un petit marteau de rien du tout. Il ne se me fout pas dans un tuyau en bas. Alors, attendez. Oh putain, je dis, Mazon, nom de Dieu, j'ai le marteau dans un tube, je lui dis à oh putain, cette fois, Monsieur Canat était là, qu'est-ce que tu as, mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Canat, j'ai tombé un marteau dans le tube, je suis emmêté, tu sais pas ce que tu fais, tu vas chercher du fil de fer à l'usine, tu trouveras du fil de fer pour le rattraper. Je m'en rappellerai toute la vie. Avec le père Canat, on en faisait. C'est vers 1806 que la branche Canat, provenant de la ville de Millau, va petit à petit s'installer à Kiev en Russie, dans le commerce des peaux et de la ganterie. En 1890, le clan Canat revient à Millau. Antoine François-Marie Canat voit le jour le 2 janvier 1899. Le cheminement de Millau à Chalabre serait bien trop long à expliquer ici. La bâtisse que Antoine Canat achète à une marquise descendant des châtelains de Puyvert sera finalement la maison d'une grande famille avec la branche Lalande, jusqu'à aujourd'hui.
Les murs et le domaine cultivaient la nostalgie d'un passé grandiose où se déroulaient de nombreuses réunions et soirées musicales, notamment dans un salon de musique qui accueillait d'éminents invités ainsi que des artistes talentueux. Antoine Canat meurt à l'âge de 53 ans en 1953. Aujourd'hui, la bâtisse retrouve vie, surtout les longs mois d'été, avec la même fougue, avec les nombreux cousins et générations d'enfants, dans ce havre de paix où le souvenir perdure. Alors je suis le petit-fils d'Antoine qui était le fondateur de Canat SA et le fils de Christian qui, avec mon grand-père, a créé les premières chaussures vulcanisées, donc le pionnier qui a d'ailleurs été créé avant même le pâte-au-gaz. Nous sommes au début des années 1940. Antoine Canat, votre grand-père, quitte l'univers du chapeau à Cuisa Esperaza, mais pourquoi est-il venu s'installer à Chalabre ? Alors, mon grand-père me l'a jamais expliqué, mais donc quand il a quitté Cuisa, quand il y a eu cette faillite d'ailleurs de Canal à Chapelle, qui a coûté très cher à mon grand-père d'ailleurs, parce qu'à l'époque il a tout vendu, les voitures, etc. Il est revenu s'installer à Chalabre, mais qu'il n'avait pas envie de rester à Cuisa, où il y a vu cette affaire malheureuse, où il avait été escroqué d'ailleurs par son associé de la Chapelle. C'est une des raisons de la fermeture. Alors, il y a eu deux raisons de la fermeture. D'abord, après la crise des années 30, une partie de la chapellerie, des chapeaux se vendaient beaucoup moins bien parce que 40% des chapeaux partaient aux États-Unis. Donc, c'était une production qui était énorme. Il y a eu plus de 1000 salariés. Le premier déclin, c'est que, évidemment, avec la crise des années 30, beaucoup moins de chapeaux sont vendus, surtout aux États-Unis. L'associé de mon grand-père avait signé des lettres de crédit qui étaient avalisées par la société sans que mon grand-père soit au courant. Et ça a été des sommes extrêmement importantes. Donc mon grand-père a dû payer tout ça, d'où du coup la fermeture de Canal-la-Chapelle. Mais comme mon grand-père était un homme d'action, il avait des idées, il a pensé que dans la chaussure, il y avait quelque chose à faire. 1943. Antoine Canat apporte à la chaussure un certain confort avec des semelles en bois munies d'articulations. Tiens donc. Oui, des semelles en bois articulées. Et puis déjà, sur des récupérations de caoutchouc, des premières semelles en caoutchouc qui étaient cousues à l'époque. Hein. Et puis, il faut se dire que c'était pendant la guerre, donc il y a eu quand même de la récupération de matériaux. On ne trouvait pas ce qu'on voulait, donc mon père et mon grand-père m'ont raconté quand même très souvent que pour fabriquer les chaussures à l'époque, on récupérait ce qu'on pouvait comme matériaux. Il fallait être assez créatif pour... C'était... Donc les années 39-40, pendant toutes les années de guerre, jusqu'à 44. Les petits ateliers dans le village vont laisser place enfin à une usine qui sort de terre. L'usine sort de terre à ce moment-là. Déjà, il y a cette idée, parce que mon père, qui était chimiste, avait compris qu'il y avait un moyen d'utiliser le caoutchouc dans des conditions beaucoup plus intelligentes. C'est-à-dire que ce caoutchouc naturel qui était mélangé avec différentes poudres chimiques pour le rendre vulcanisable à la cuisson, mon père avait compris qu'on pouvait, en mettant ces semelles à chaud autour d'une tige, en la compressant avec un moule chauffé, préchauffé, etc., avec une assez forte pression, qu'on pouvait arriver à vulcaniser le caoutchouc sur des tiges, qu'elles soient en cuir, alors il fallait les carder, ou en toile. À cette époque-là, le caoutchouc provient d'Asie, Inde, Vietnam, Laos, et par bateau à l'état brut, directement. Il arrivait en balle du caoutchouc naturel. Alors il y avait un bâtiment entier pour le stock de caoutchouc, qui servait au stock de caoutchouc, et tous les produits qui servaient qu'il fallait rajouter dans ce caoutchouc naturel. Donc ce caoutchouc, ces balles étaient découpées, et elles passaient dans une espèce un petit laminoir. C'était surtout pour mélanger le caoutchouc naturel avec cette poudre, donc ces cylindres étaient chauffés, le caoutchouc passé dans ces cylindres était compressé, et repassé, jusqu'à ce que le mélange soit totalement homogène, et qu'on obtienne l'épaisseur que l'on voulait pour les semelles. Ce qu'on appelait une première. Donc ça ressemblait à une ébauche.
Cette ébauche était assez souple, elle était maintenue en température justement dans des étuves. Jean-Pierre, pendant votre enfance, est-ce que vous étiez curieux de ce qui se passait à l'usine? Mais racontez-moi. Ah non, alors tout de suite, dès qu'on avait 4 ou 5 ans, mon grand-père nous avait amenés pour visiter l'usine avec mon père. Et on était très fiers avec mon cousin qui a le même âge, Patrick, de pouvoir visiter l'usine, voir ça. Et puis alors après, quand j'ai eu 7, 8 ans, 10 ans, dès que je revenais de pension, parce que je rentrais qu'une fois par mois, et c'était le week-end, quand c'était pas le week-end, quand c'était les vacances, mon plaisir était d'aller à l'usine, d'aller voir un peu les ouvriers, je connaissais tout le monde. Et mon plus grand plaisir, c'est la mécanique. Il y avait également quelqu'un qui était capable de faire les modèles. Ces modèles étaient faits en plâtre. Donc il y avait quelqu'un qui était un modéliste, qui à partir de dessins sortait un modèle qui devait s'adapter aux formes des chaussures. Donc c'était très très précis. Une fois que le modèle était accepté, y compris avec la structure de la semelle, puisque c'était des semelles avec des crampons, donc comme on le voyait, comme sur les pâtes au gaz, les pionniers, c'est ça. Pensiez-vous qu'un jour lointain, vous seriez vous-même le grand patron de ces établissements? Alors, ça me passait au-dessus complètement à l'époque, mais je pensais que tôt ou tard, comme je m'y investirais, aux côtés de mon père, mon grand-père est décédé malheureusement très jeune, j'avais 10 ans. Je savais que à la fin de mes études, je ne viendrais pas le rejoindre directement. Il fallait que j'aille un petit peu de voler de mes propres ailes un peu ailleurs. Christian Canat, votre père était chimiste de formation. Il a créé des inventions, des innovations. Pouvez-vous m'en dire plus au sujet des patins de char militaires, des roulettes de skateboard et jusqu'à une voiture électrique? Oui, alors surtout ce qui a été les inventions de mon père, mais donc sur les patins de char en particulier, c'est vrai que mon père avait été très reconnu comme chercheur par Dupont-de Nemours. Il était conseiller pour les polyuréthanes et pour tous les matériaux nouveaux chez Dupont de Nemours. Et donc, quand il a eu l'idée qu'à partir d'un polyuréthane qui était transformé avec d'autres molécules, qu'on arrivait à avoir un produit qui était plus résistant que le caoutchouc, qui avait une meilleure élasticité, qui était beaucoup plus résistant à l'abrasion. On a pu faire tester et homologuer finalement par le tank commande aux États-Unis ce patin de char. Et ensuite, malheureusement, pour le produire, il aurait fallu, on était en pré-série industrielle, mais on était capable d'en faire quelques centaines par semaine ou par mois. Il aurait fallu en faire quelques milliers. Donc pour les patins de char aux États-Unis, pour le tank commande. Oui, on a été reçus donc à Washington. Oui, j'en faisais partie. Et donc ensuite, ils nous ont invités justement au tank commande pour voir toute la direction de l'armée pour nos patins de char. Ce qui s'est passé, c'est qu'il aurait fallu continuer à investir pour pouvoir les produire en série d'une façon tout à fait industrielle, alors que là, on était dans une phase de pré-industrialisation. Les prototypes étaient sortis, puisque pour être homologué, il fallait qu'on soit déjà en pré-série industrielle. Et donc, bien sûr, le tank commande nous demandait comment on serait capable d'en produire à leur demande pour des milliers, etc. Il aurait fallu investir à nouveau dans des machines qui n'étaient plus des machines de pré-série, qui étaient des machines de fabrication en série. On n'a pas eu les finances, ni les aides de l'État pour pouvoir faire ça. Et donc, un fiasco? Oui, un fiasco, parce que ce produit était absolument formidable. Et c'était très dommage qu'on ne puisse pas, ni commercialement, ni industriellement, continuer à promouvoir ces produits. Ah non, là, quand même, les roues de skateboard, mon père avait été un innovateur à cette époque-là, parce qu'il s'est rendu compte que les premiers skateboards, les roues étaient pas très performantes parce qu'elles étaient dans des plastiques très très durs, donc extrêmement glissantes. Donc il a proposé justement des élastomères qui étaient beaucoup plus performants, qui étaient justement des dérivés des patins de char, des produits dérivés des patins de char en couleur, etc. Et qu'on a commencé à vendre à une entreprise italienne. C'était les tout débuts du skateboard, donc ça partait à fond. Donc là, on arrivait à les produire en série. Et puis cette entreprise italienne a fait faillite. Et là aussi, il aurait fallu retrouver d'autres clients, il aurait fallu être aidé à nouveau, ça aussi, donc du coup, ça s'est arrêté. Parlez-moi de ce projet de voiture électrique, car Peugeot, déjà en 1943, sous l'occupation, lançait déjà une révolution avec la VLV. Qu'est-ce que votre père avait en tête? Il était absolument persuadé que les moteurs à combustion, ça finirait par avoir une fin, sauf pour les gros engins, parce que là, il y avait la puissance et le couple qu'il fallait, mais que pour l'automobile, on arriverait à avoir des choses beaucoup plus performantes, en particulier avec des moteurs électriques,
ou finalement avec une combinaison d'électrique et d'hybride. Donc, Ah, il était bien visionnaire. ah oui, tout à fait. Alors, ce fameux casque moto, il a été homologué après de nombreuses étapes de réajustement. Quel est le pouvoir politique ou financier? Finalement, quel est le grain de sable qui a détruit la carrière d'un casque Canat? Mais le grain de sable, alors d'abord le casque n'a capoté que pour des raisons commerciales, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, quand innover sur un produit c'est une chose, le faire homologuer est une chose, ça a été un projet qui a pris énormément de temps et beaucoup d'argent, parce que non seulement il faut investir dans des moules, il faut investir dans une machine à injecter qui n'avait rien à voir avec le matériel qu'on avait déjà là, et ensuite commercialiser. Donc j'avais aidé mon père au départ en disant, j'ai réussi à avoir une liste de tous les magasins de motos, donc tous ceux qui vendent des motos, on va faire un mailing pour présenter ce casque. Mais ensuite, il aurait fallu avoir une équipe commerciale pour visiter. Ça, c'était ce qu'on appelle au départ une sensibilisation d'un réseau, mais ensuite, il faut aller voir ces gens-là qui ont d'autres habitudes et qui ne vous attendent pas. Donc, toujours pareil, il faut à nouveau investir. Donc là aussi, même sur ce projet, mon père n'a pas été suivi, alors qu'on a eu une demande au départ de quelques magasins qui étaient absolument ravis de ce casque et qui nous en commandaient, mais on n'avait pas réussi à obtenir assez de commandes pour... Et vous aviez une pièce maîtresse avec ce casque, en la personne de Jean-Pierre Beltoise, le célèbre champion, entre autres, de Formule 1. À l'époque, vous étiez aussi associé dans la presse avec le journal VSD. Oui, absolument. Donc, non seulement je connaissais Jean-Pierre Beltoise grâce à VSD, mais mon cousin Patrick Lalande, qui a le même âge que moi, était le directeur commercial du Paul Ricard. Donc il connaissait un peu tous les coureurs, puis on avait sympathisé avec Jean-Pierre Beltoise. Et Jean-Pierre avait dit, c'est une superbe idée, moi je vais vous aider, je suis quand même très connu dans le monde de la moto, puisque avant d'être champion automobile, il était champion de moto. Donc voilà, c'était aussi une assez belle histoire, mais bon... Jean-Louis Frère a été à la conception du moule, à la production du casque. Alors, c'est pas lui qui les a produits, c'est lui qui nous a fait le prototype. À partir de ce prototype, on a fait fabriquer un moule. C'est des moules haute pression, donc c'est des pièces énormes pour pouvoir résister à la pression d'injection. Mais c'était un garçon très doué, très sympathique, parce que vous avez vu, ce casque a une forme qui a même... Après des mois de recherche, que dis-je, beaucoup plus longtemps que cela, je suis enfin fier de tenir dans les mains le fameux casque Canat, qui à l'époque avait été fabriqué à près de 5000 exemplaires. Un grain de sable a fait que le projet a capoté, et c'était bien dommage. Pourquoi? Parce qu'il y avait des petites rainures là qui ne plaisaient pas, et hélas le projet a été abandonné. Et quel dommage. C'était à l'époque où le casque devenait obligatoire pour les motocyclettes, les motos et tout le reste. Une époque. Mais enfin, écoutez, je suis fier de le tenir et de vous le présenter, le casque Canat. C'était les premiers casques, on n'était pas dans les casques sophistiqués qu'on voit aujourd'hui. Donc il y avait des casques qui étaient des casques relativement simples à l'époque, ou des casques d'importation américains. Donc nous, ce qu'on a travaillé, c'était justement d'avoir un design qui nous permettait de nous démarquer par rapport à ce qui existait. Et comme on n'avait pas réussi commercialement à mettre en place une force commerciale suffisante pour pouvoir continuer à bien le vendre, malheureusement, ce projet aussi s'est arrêté. Aujourd'hui, là, nous sommes en 2021. Et si c'était à refaire? Je pense qu'avec mon père, et surtout compte tenu de son esprit inventif, on est toujours allé assez vite pour créer des choses en pensant qu'on serait aidé, parce qu'il y avait quand même des instances qui étaient là pour ça, pour tous des outils d'innovation, etc. À partir du moment où on avait des produits qui étaient homologués et qui plaisaient, qu'on serait aidé par la région, par les différentes instances qui étaient prévues pour ça, pour produire. Donc ce que je ne referai pas, c'est qu'à ce moment-là, et avec l'expérience que j'ai, il faut toujours apprendre quand même des échecs qu'on a, puisque il faut quand même considérer que c'est des échecs. C'est qu'il faut toujours avoir un plan d'ensemble en disant ça va coûter tant pour innover, ça va coûter tant pour la préindustrialisation. Si tout commence si on voit poindre la difficulté, il faut avoir prévu quels seront les coûts de commercialisation, de publicité, de force sur le terrain. Il n'y avait pas Internet encore à l'époque, mais donc d'avoir un plan complet en disant il ne suffit pas de créer, de faire homologuer des produits, et même s'ils ont un certain succès, il faut absolument avoir prévu ce financement. Et quand mon père s'était mis à innover, on considérait toujours qu'il y avait des gens beaucoup plus puissants et que donc que c'était des chimères et que c'était pas finançable. Nous, on s'est un petit peu trouvé délaissés, donc on a dit on va pas continuer à se vendre pour des chimères.
Et donc aujourd'hui, sur la question que vous me posiez, ça veut dire qu'on n'avait pas tout bien prévu pour pouvoir... Donc à l'époque, au tout début, mon père et mon grand-père ont été vraiment suivis par les banques. Puis après, tout a changé au moment d'ailleurs où il y a eu vraiment les banques qui se mettaient à travailler très différemment de ce qu'elles faisaient à l'époque. La relation institut-personnée entre un industriel et une banque s'est mise à ne plus exister. Donc on est rentré dans des instances beaucoup plus froides où on regarde votre projet, vous ne savez pas qui le juge, vous ne savez pas qui l'analyse, puis finalement personne ne veut s'y intéresser parce qu'on trouve que c'est trop risqué. Toutes les petites banques régionales, Courtois, machin, la Marseillaise de Crédit, tout ça, ça disparaissait un peu. Et donc la relation entre un industriel et sa banque n'existait plus. Tout était jugé ailleurs, à la région, à Paris. Et donc, ce que faisait un industriel local, surtout à Chalabre, qui était un peu inédit et tout, mais on nous le disait tout le temps, on disait oui, mais vous comprenez, finalement, vous êtes isolé de tout, même pour le transport, même pour les approvisionnements. Il n'y avait plus la voie ferrée qui s'est arrêtée à un moment donné. Vous êtes trop loin de tout, donc c'est pas commode. Donc finalement, c'était un élément de plus pour dire, vous êtes tellement excentré, on ne pense pas que vous allez réussir, quoi. Ils ne le disaient pas comme ça, mais c'était quand même la réalité. Déjà en 1940, Antoine Canat avait dessiné ce projet d'usine qui ressemblerait plutôt à un hôtel. On y retrouve cependant une ressemblance avec ce qui sera plus tard le bâtiment officiel. En 1960, le mouvement ouvrier se rebelle. Voilà que le 13 novembre 1977, l'explosion d'une partie de l'usine précipitera la fin inéluctable d'une aventure humaine et industrielle. Bonjour Christian, nous sommes sur le site des établissements Canat de Chalabre. Donc quel a été votre objectif quand vous avez décidé de faire ce document? Bonne question justement. En fait, j'ai voulu m'approprier l'histoire, un petit peu l'historique de l'établissement Canat, dont toute ma jeunesse j'ai entendu parler les bienfaits et puis les trésors offerts aux villageois à une certaine époque, pendant des décennies, depuis les années, je crois, après-guerre, c'est-à-dire 1947 et début 50. Voilà. Alors cette histoire, c'était pas évident de la mettre en forme. Il m'a fallu convaincre les anciens ouvriers, forcément, pour aller chercher un petit peu leur histoire, surtout leurs souvenirs, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et ça a été un travail considérable de persuasion parce que les gens étaient réticents ou bien parce que certains avaient perdu la mémoire, c'est le cas de dire. D'autres ne voulaient pas parler d'une période un petit peu, comment dirais-je, nauséabonde, c'est-à-dire que ça a été une chute de l'industrie, l'industrie chalabroise avec la chaussure et puis d'autres événements, d'autres recherches spécifiques qui ont capoté. Oui, donc comme vous l'avez dit, ça a été très difficile, ça a été relativement difficile de retrouver des personnes qui ont travaillé dans cette usine. Mais ce que vous avez rencontré, je crois qu'il y a effectivement beaucoup de documents sur cette voilà. usine. Alors ça a été le déclic, en fait, de trouver des personnes qui avaient des documents, c'est-à-dire photographiques. Et là, mon esprit, en quelque sorte, s'est éveillé, en même temps que se sont éveillées les consciences, je peux dire. Voilà. Et là, ça a été le point de départ. Je me suis dit, une personne qui témoigne, c'est bien, mais il m'en faut 2, il m'en faut 3, 4. Allez, on essaye de continuer. Et petit à petit, j'ai monté mon film, en quelque sorte, où je me suis aperçu et où j'ai découvert, bien qu'à cette époque-là, il y avait des esprits visionnaires avec des conceptions, on va dire, avant-gardistes. Et j'ai eu la chance quand même de trouver le Graal, c'est-à-dire les chaussures, puisque les gens avaient oublié, avaient jeté aussi bien sûr et des coupures de presse et les chaussures bien sûr. Voilà. Et de fait de les voir, de les toucher, de les sentir en quelque sorte, ben, je me suis dit, là je touche quelque chose. Oui. Voilà. Et on m'a dit que vous aviez retrouvé aussi des casques de Jean-Pierre Beltoise qu'il a porté lors de Grand Prix de Formule 1. Oui, enfin, c'était surtout pour la moto. Alors le casque, c'était à la fin de plusieurs décennies de travail. En 1977, le casque qui devient obligatoire au niveau français et peut-être aussi européen, et bien là, ici, on veut faire une recherche, un développement sur un modèle de casque, ma foi, un petit peu qui sortirait de l'ordinaire. Et alors j'ai eu en main, et d'ailleurs on le voit dans le film, un casque avec des
des petites facettes là, c'est assez étrange. Ce film a été tourné, c'est vous qui avez voulu le tourner ou on vous a demandé de le... Non, au départ, c'est ma volonté, étant donné que j'avais aussi mon papa qui m'avait souvent parlé, qu'il avait travaillé chez Canat. Mais quand on est jeune, on ne prête pas attention à ces histoires de parents qui, dans leur jeunesse, ont fait ceci, ont fait cela et tout. Et puis ça, comment dirais-je, ça a réveillé ma conscience. Il faut dire, j'ai déjà fait beaucoup de documentaires, on va dire, légers, sur Chalabre et le Kerkhob. Et là, j'ai voulu passer à quelque chose, toujours pareil, pour témoigner. Et témoigner, c'est la mémoire vivante. Moi, j'ai le don, je ne sais pas, c'est ma façon de capturer l'histoire, de la rendre vivante, parce que ce sont des histoires qui sont dans les cerveaux des personnes qui l'ont vécu. Je pense que l'archive sera quand même intéressante pour la ville de Chalabre. Enfin, c'est vrai que ça a été une très bonne idée de vouloir tourner. Voilà. Mais le fait d'être ici sur des ruines, hélas, où il y a eu ici un passé, il y a eu jusqu'à 1000 ou 1500 ouvriers ici même. Il y avait les dames qui étaient en train de piquer à la machine, il y avait les fours ici, il y avait une cheminée extraordinaire que l'on a hélas abattue. Pourquoi, comment, mystère, voilà. Donc j'ai envie de les réhabiliter, hein, voilà. Ah, oui. Parce que ceux qui sont partis là-haut, ben... Oui, c'est la mémoire. Voilà, c'est la mémoire. Oui, absolument. Oui. Le devoir de mémoire, en quelque sorte. À tous ceux qui ont donné leur sueur, un hommage à eux et à elles. Merci. Oui, mais c'était une bonne idée. Oui, voilà. C'est une bonne idée. Ici, à Chalabre, ce qu'on pouvait craindre de pire est survenu. La fabrique de chaussures, installée depuis 1940 et qui fait vivre pratiquement tout le canton, va fermer ses portes. On a fabriqué ici 35 à 40 millions de paires de chaussures. Argument de la direction, il n'y a plus de commandes. Les articles très particuliers que l'on fabrique à Chalabre, après-ski et brodequin, sont concurrencés par les Italiens et les Japonais. La lutte n'est plus possible, l'usine n'est plus rentable. Et pourtant, à Chalabre, on n'est pas d'accord. L'usine, qui doit fermer ses portes début février, tourne encore 32 heures par semaine pour éviter que pendant les heures de chômage forcé, comme aujourd'hui, on évacue le matériel et les machines. Un piquet de surveillance a été constitué et un comité de défense a été mis sur pied hier soir. Comité de défense dont le président est le maire lui-même. La région ne possédant que cette entreprise, la fermeture de cette entreprise est un drame, puisque pratiquement cette usine fait vivre toute une région et on peut dire que vraiment c'est la catastrophe qui s'abat sur notre région. Je crois qu'on dit que la rentabilité n'est pas dans cette usine. Il faut croire quand même que peut-être les bénéfices que compterait faire la direction de l'entreprise ne sont peut-être pas suffisants comparés aux bénéfices énormes que font les entreprises MAPA, Hutchinson, et qui maintenant viennent de s'adjoindre la compagnie française de pétrole, et tout le monde sait très bien que les petits bénéfices ne comptent pas. Alors je pense que sous des prétextes de rentabilité, on veut fermer cette usine et nous ne pouvons pas accepter cette fermeture. Oui, alors quelles sont vos intentions? Eh bien, le comité de défense qui a été créé hier, qui groupe donc tous les maires du canton, les parlementaires du département et les conseillers généraux,
en accord avec les organisations ouvrières et la population de Chalabre, vont faire dès lundi prochain une manifestation de masse, lundi après-midi à 14h30 à Carcassonne. Et nous voudrions quand même sensibiliser toute la population sur ce grave problème, et je pense que notre appel sera entendu pas seulement sur le Quercorps, mais aussi dans tout le département. On a dit qu'une société est intéressée par le rachat de cette usine, est-ce exact? Eh bien, on ne peut pas actuellement dire quoi que ce soit. Il y a tellement de bruit qui court, et vous savez qu'en période de crise, tous les bruits peuvent circuler, et on a toujours tendance à croire à ce qui se dit. Pour le personnel de l'usine, c'est évidemment une situation angoissante, et là aussi, on veut se battre, on veut faire tout ce qu'il est possible de faire pour que l'usine reste en activité. Je crois qu'il faut apprécier que dans l'Aude, dans 12 ans, 50 000 Audois ont quitté le département. Il y a, dans un an, une augmentation du chômage qui est passée maintenant à 4 000 chômeurs. Cette situation démontre les difficultés que nous avons actuellement. Maintenant, c'est Chalabre, une des rares usines du département de niveau moyen qui disparaîtrait. Nous considérons que le trust milliardaire qui possède Chalabre a les moyens de continuer dans la mesure où il y a à Chalabre un personnel technique qui est très capable de mener une production de valeur. Depuis 30 ans, il y a une usine à Chalabre. Il faut que l'on sache que toute la classe ouvrière est derrière Chalabre et que tout le département sera avec Chalabre pour défendre l'outil de travail et permettre qu'une région économique ne disparaisse pas.